Une journaliste qui enchaîne les fake news en direct avant de se faire recadrer par Manuel Bompard et un véritable mensonge d'État révélé par la lettre secrète de Bruno Le Maire à Emmanuel Macron, voilà les deux actualités qu'il ne fallait pas manquer ces dernières 24 heures. Zoran Mamdani, il est ouvertement pro-palestinien et il a repris en son temps un slogan, le slogan mondialiser l'intifada, en clair, faire la guerre aux juifs partout dans le monde. Et quand on lui demande de condamner le 7 octobre, et bien souvent il botte en touche, il répète que le problème c'est l'occupation d'Israël. Est-ce que ça ne vous choque pas? Il y a 3 fausses informations dans ce que vous venez de dire. D'abord, le fait que ça voudrait dire faire la guerre aux Juifs partout dans le monde. Comment vous traduisez ça? Mondialiser l'intifada, je veux bien votre définition. Je vais corriger vos 3 contre-informations avant de répondre à votre question. Mais mondialiser Deuxièmement, il n'a pas utilisé ce slogan. Ça, c'est une deuxième contre-information. Si, il l'a utilisé, il a repris à son constat. Pas récemment, il ne l'a pas utilisé. On lui a posé la question de savoir si ça le choquait que des jeunes personnes l'utilisaient. Et il a dit, je ne suis pas là pour faire la police des mots. Et vous traduisez ça par le fait que lui a utilisé ce slogan. Il l'a repris pardon, madame, de vous le dire. Pardon, madame, de vous le dire, mais je crois que vous êtes ici pour informer les gens et pas les désinformer. Et là, en l'occurrence, par votre question, vous les désinformez. Donc, personnellement, je n'ai pas non plus utilisé ce slogan. Par contre, je salue l'engagement de Zoran Mamdani contre le génocide en cours à Gaza. Et je dis d'ailleurs que ça lui a valu à peu près les mêmes procès que ceux que subit la France Insoumise depuis des mois et des mois de manière particulièrement infecte et particulièrement inacceptable. Donc ne pas condamner le 7 octobre il a évidemment condamné le 7 octobre. Madame, s'il vous plaît, franchement, donnez des informations qui sont exactes parce que sinon vraiment... Alors, une information exacte, il lève des fonds pour l'UNRWA. C'est une agence onusienne qui est accusée de collusion avec le Hamas. Madame, ça, c'est pas un problème aussi? L'UNRWA. Oui. Vous parlez d'une agence de l'ONU. Il y a eu une enquête qui a été faite sur ce sujet, sur cette soi-disant collusion avec le Hamas. Quelles ont été les conclusions de cette enquête, madame? C'est qu'il n'y avait aucune collusion avec le Hamas. Donc, s'il vous plaît, et c'était une enquête qui était une enquête indépendante et internationale. Mais franchement, vous vous rendez compte de la question que vous êtes en train de me poser? L'UNRWA, c'est une agence humanitaire qui ouvre des écoles pour les enfants palestiniens. Et vous êtes en train de reprocher à Zoran Mamdani de financer l'UNRWA. Vous savez que la France finance l'UNRWA. Et vous savez que heureusement que la France finance l'UNRWA et qu'aujourd'hui Donald Trump veut plus financer l'UNRWA. Mais franchement, je crois que vous êtes vraiment trompé dans votre question. On va aller plutôt sur cette actualité après les incidents à la Philharmonie de Paris, c'est une actualité proche, n'est-ce pas? 4 personnes en garde à vue. Lors de ce concert, il y a donc eu des fumigènes, des heurts. Si vous avez vu les images, ça aurait pu franchement mal tourner. Vous ne pouvez pas empêcher des gens d'exprimer une protestation contre un génocide. Ça, c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes le seul parti, LFI, à ne pas condamner. Est-ce que ça veut dire que vous validez? Est-ce que ça veut dire que vous cautionnez? Est-ce que c'est responsable? Je cautionne quoi, madame? Que vous cautionnez qu'on mette de la violence dans un concert parce que c'est l'orchestre d'Israël qui est en train de jouer. Là aussi, attention s'il vous plaît. S'il y a eu de la violence vendredi matin, moi j'ai vu les images, vous les avez vues aussi. C'est pas les personnes qui ont allumé des fumigènes, c'est des spectateurs qui les ont frappés. Donc, si vous plaît, n'inversez pas tout. En fait, le sujet est le suivant. Est-ce que la Philharmonie n'avait pas le droit d'organiser ce concert à vos yeux? Moi, je pense que la Philharmonie n'aurait pas dû organiser ce concert, comme la Philharmonie avait par exemple déprogrammé des artistes russes après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, parce qu'il s'agissait d'un concert, d'un orchestre philharmonique officiel qui se prétend d'ailleurs comme l'ambassadeur culturel de l'État d'Israël, dans lequel on allait jouer et on a joué l'hymne officiel de l'État d'Israël avec l'ambassadeur d'Israël. La Philharmonie a dit qu'elle ne le savait pas, que ça n'était pas prévu au programme. Avec l'ambassadeur d'Israël à l'intérieur de la Philharmonie qui se lève et qui chante l'hymne. Et excusez-moi de vous dire que oui, quand un État dont les dirigeants sont aujourd'hui sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et potentiellement pour crimes contre l'humanité, je trouve effectivement que ce concert n'aurait pas eu lieu. Et je trouve normal et je comprends tout à fait que des personnes aient décidé de protester contre l'organisation de ce concert. Et essayer de les faire passer pour des gens violents, alors qu'ils ont fait une action de protestation et qu'ils ont ensuite été frappés et qu'ensuite ils ont été frappés à l'intérieur de la salle par des personnes. Si vous êtes contre la violence, vous devriez condamner les gens qui les ont frappés. La polémique a porté sur est-ce qu'on peut risquer des problèmes de sécurité dans une salle fermée. Ça aurait pu extrêmement mal tourner. Et d'ailleurs, ça alimente tout le procès en absence de sécurisation des salles. Et donc, ça renforce tous ceux qui demandent encore plus de sécurité. Donc, au fond, est-ce que vous faites pas aussi le jeu de l'extrême droite en cautionnant des actions pareilles? Parce que c'était une salle fermée avec un vrai risque. Vous avez raison, il y a eu des violences. Vous avez raison, il y a eu de la violence. Mais justement, l'arrivée de ces personnes a provoqué aussi des violences. Il y a eu de la violence, madame. C'est que ces personnes ont subi de la violence. Eux, ils n'ont pas été violents, contrairement à ce que j'entends sur les plateaux de télévision. Ça aurait pu mal tourner. Maintenant, je vais vous dire franchement, madame, sur la sécurité des salles fermées. Les salariés de la Philharmonie, ils avaient pris position
avant l'organisation de ce concert. Et ils avaient dit, dans le contexte actuel, il faut à minima qu'il y ait une remise en perspective politique dans le contexte politique. Mais vous pouvez faire des banderoles, des manifs devant la salle. Vous auriez dit pareil, madame. Vous auriez dit qu'ils ont... Faire des actions comme ça, c'était extrêmement dangereux. C'est une action symbolique et elle n'était pas dangereuse. D'ailleurs, elle n'a produit aucun autre débordement que des personnes qui étaient dans la salle qui ont décidé de frapper ces gens. Alors, si vous voulez, on fait 20 minutes sur le sujet. Mais moi, il n'y aura jamais dans ma bouche aucun mot de condamnation pour des gens qui font des actions pacifiques pour dénoncer un génocide. Et ce qui devrait vous choquer, c'est pas que des gens aient allumé 3 fumigènes dans une salle, c'est qu'il y a eu 250 Palestiniens qui sont morts depuis que le cessez-le-feu a soi-disant été signé à Gaza. Oui, mais c'est ça qui devrait vous choquer et c'est de ça dont on devrait parler. Plutôt que le fait que des gens aient allumé 4 fumigènes dans une salle de spectacle. Mais dites-moi sur la suspension. Mais il n'y a pas de suspension de la réforme des retraites dans ce budget de la sécurité sociale. Il y a effectivement une mesure qui a été accordée par Monsieur Lecornu qui a un décalage de l'entrée en vigueur de la retraite à 64 ans d'1 an. C'est-à-dire que initialement, c'est les gens nés en 1968 qui devaient partir à la retraite à 64 ans. Si le projet de Monsieur Lecornu allait jusqu'à son terme, c'est les personnes qui sont nées en 1969. C'est un décalage d'1 an de l'entrée en application de la retraite à 64 ans. Ça ne suffit pas, LFI. Mais non, mais moi, madame, je suis défavorable à la retraite à 64 ans. Je considère que d'ailleurs, ça a été une forfaiture antidémocratique, un passage en force. Et donc moi, je me bats pour l'abrogation de cette réforme. Faire croire que ça va être un progrès pour les gens. Un décalage d'1 an de l'entrée en vigueur de la retraite à 64 ans. Quand elle est financée dans le budget de la sécurité sociale par un gel des pensions de retraite l'année prochaine, une sous-indexation pendant 4 ans des pensions de retraite. C'est-à-dire que, y compris les salariés qui pourraient peut-être, et il y en a pas beaucoup, bénéficier du fait qu'ils gagnent 3 mois sur leur âge de départ à la retraite. Ça, c'est ce dont il faudrait discuter. Madame. N'est-ce pas? Est-ce que ça n'est pas dans le débat? Laissez-moi aller au bout de ma démonstration si vous voulez bien. Même ces personnes-là qui gagneraient peut-être 3 mois, elles perdent davantage parce que leur pension de retraite serait sous-indexée pendant 4 ans. Donc en fait, on fait croire aux gens, c'est comme si on disait aux gens, vous devriez être content, on va vous donner 1 euro, mais dans le même temps, on vous en reprend 5. Manuel Bompard, vous voyez, est-ce que c'est pas ce débat qu'il faudrait avoir? Ça s'appelle pas un progrès, ça. Est-ce que c'est pas ce débat qu'il faudrait avoir? On l'a ce débat. Vous l'avez ce débat? On l'a à l'Assemblée nationale. Et évidemment, il n'est pas acceptable que pour que ce décalage de 3 mois puisse voir le jour, il faut avaler l'ensemble du budget de la sécurité sociale, c'est-à-dire entre 12 et 15 milliards d'euros d'économies sur le budget de la sécurité sociale. Ça n'est pas ce qui est en train de se passer, n'est-ce pas? En ce moment, c'est en train de se passer, madame. C'est exactement ce qui est en train de se passer, pardonnez-moi. Le budget de la sécurité sociale, c'est moins 7 milliards d'euros d'économies sur la santé, c'est 3 milliards pour l'année blanche, c'est 3 milliards sur le gel des pensions de retraite. Donc, vous aurez du mal à faire croire aux gens qui nous écoutent que c'est un progrès. Moi, s'il y avait la possibilité d'avoir le décalage sans les contreparties, très bien, je prendrais, mais il n'y a pas. Quand on prétend défendre les salariés, quand on prétend défendre les retraités, et quand dans le même temps, le gouvernement a l'intention de faire la poche des retraités et des salariés, notre devoir, quand on prétend les défendre, et je prétends les défendre, c'est d'empêcher le gouvernement de faire ça. C'est pas de le laisser faire. Or, ce que fait le Parti Socialiste aujourd'hui, c'est en quelque sorte de vendre des illusions et de laisser passer, là par exemple hier, les recettes du budget de la sécurité sociale. C'est donc d'avaliser l'idée qu'il va y avoir entre 10 et 15 milliards d'euros de coupes dans le budget de la santé, dans le budget de l'hôpital. Donc excusez-moi, mais ça c'est l'inverse du programme que j'ai défendu devant les électrices et les électeurs. Et c'est d'ailleurs l'inverse du programme que Olivier Faure a défendu devant les électrices et les électeurs. Mais avec ce gouvernement, je n'ai aucun espoir de faire passer l'abrogation de la réforme des retraites. C'est pourquoi, si on veut l'abrogation de la réforme des retraites, il faut faire tomber ce gouvernement. Parce que vous savez, c'est quand même incroyable. Alors elle est où votre censure? Attendez, c'est quand même incroyable. Il faudrait faire passer comme un progrès le fait d'avoir un vague décalage alors qu'il y a une majorité de députés qui sont pour l'abrogation. Il suffirait que le gouvernement dise très bien, les députés votent. Et si les députés votaient, l'abrogation de la réforme des retraites serait votée. On ouvre la discussion. Vous voyez, donc moi je continue à me battre pour l'abrogation de la réforme des retraites et pour ça passe par la censure de ce gouvernement. Comment milliardaires et multinationales captent l'argent de l'État? Voilà votre enquête. Vous faisiez partie aussi de ceux qui, dès le début de votre enquête publiée donc en septembre dernier, parlaient de l'existence de cette lettre dite secrète, mais elle ne l'était pas pour vous, que Bruno Le Maire a adressée au président de la République, qu'il en avait adressé une déjà avant à Elisabeth Borne, pour les alerter sur la dérive des finances publiques, leur dire que il y avait une forme de mensonge à ne pas le dire aux Français. Il avait donc bel et bien alerté Bruno Le Maire. Ah, complètement, puisque cette lettre, elle date du 6 avril 2024. On est 2 mois avant les élections européennes. Et Bruno Le Maire très clairement dit, on va dans le mur. C'est une catastrophe pour nos finances publiques. Il faut qu'on agisse très vite. Et il propose des solutions. Il propose des solutions d'ailleurs qui sont intéressantes puisque c'est l'inverse de ce qu'a fait Emmanuel Macron pendant les 7 ans. Alors les solutions c'était en particulier d'augmenter les impositions sur les grandes sociétés. Et il dit au président de la République, si on continue comme ça, les Français vont nous accuser
de cacher notre copie et donc de ne pas dire la vérité. Voilà exactement ce que dit dans cette lettre. Juste avant, il faut quand même repréciser les choses, on est juste avant les élections européennes. C'est, semble-t-il, l'une des raisons qui aurait incité Emmanuel Macron à ne rien faire, de peur que les Français lui en fassent le reproche. On sait quand même que le résultat, même sans cette lettre et même sans ces connaissances-là, a été effectivement extrêmement mauvais pour Emmanuel Macron, au point qu'il a ensuite dissous et qu'on est quand même, on a basculé dans autre chose. Comment vous qualifiez, connaissant ces lettres, la décision d'Emmanuel Macron derrière? Écoutez, nous on a enquêté pendant 2 ans sur cette période et sur les raisons de cet échec. On a rencontré un certain nombre de personnes, pas mal de hauts fonctionnaires, et aussi, comme on le dit dans notre livre, un certain nombre de gens qui étaient très proches de Bruno Le Maire et dans le cabinet de Bruno Le Maire. Ces gens nous ont dit, et c'est ce qu'on écrit noir sur blanc, qu'au moment où Bruno Le Maire a alerté, où il a voulu faire changer la politique, ce qu'on lui a dit, et ce qu'on a dit aux hauts fonctionnaires, c'est « Attendez, il y a les européennes dans 2 à 3 mois, feel good ». C'est pas le moment. Faire du feel good. C'est pas le moment, très précisément. Que tout va bien. Ce n'est pas le moment d'angoisser les Français. Madame la Marquise, est-ce qu'au fond, on peut se dire aujourd'hui, a posteriori, que cette dissolution est une forme, en quelque sorte, de fuite de cette réalité? Moi, je le crois sincèrement, et en fait, je ne suis pas le seul à le croire, parce que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Les responsables politiques qu'on a vus, la haute fonction publique, n'est pas loin de croire ça. C'est-à-dire que, pour faire simple, quand les élections européennes sont organisées, les Français vont voter sans connaître la vérité sur les finances publiques, parce qu'elle ne leur a pas été dit. Quand ils vont aller aux législatives après la dissolution, les Français ne connaissent pas toujours la vérité sur les finances publiques. Ce n'est que 3 mois plus tard, lorsque Michel Barnier arrive à Matignon, qu'il leur dit « voilà ce que j'ai découvert ». Il est évident que si les Français avaient voté en connaissant la faillite de nos finances publiques, ils auraient peut-être voté un peu différemment. Oui, Mathieu, voilà avant les européennes, il n'y a pas de fatalité à la dissolution. Et pour terminer juste, quand on a dit ça à Michel Barnier, ce qu'on cite dans le livre, il nous a répondu « Écoutez, je ne peux pas croire à un plan aussi machiavélique ». Ce qui est une formule pour dire qu'il y croit totalement. Voilà, ça c'est des faits, c'est des gens qu'on a rencontrés. Vous aviez connaissance de cette lettre, vous ? Oui, puisqu'en fait, ça a été évoqué lors de la commission d'enquête que je présidais sur l'explosion des déficits et surtout le fait qu'il n'avait pas été annoncé. Et Bruno Le Maire l'avait évoqué, donc j'avais connaissance de cette lettre. Donc c'est un peu, enfin, la lettre elle-même, c'est une révélation, mais par contre, l'histoire c'est un secret de polichinelle, parce que c'est clair que Bruno Le Maire, que j'ai côtoyé pas mal de fois à ce moment-là, puisqu'il était ministre de l'économie, avait non seulement alerté, c'est la réalité, sur la dérive des comptes publics, mais il avait demandé, comme moi d'ailleurs, un projet de loi de rectificatif, c'est-à-dire que au lieu de procéder à des annulations de crédit comme on fait, c'est-à-dire de manière indolore, un peu comme ça, sous le boisseau, vous décidez d'annuler des crédits que vous avez votés. C'est un exercice auquel se livrent les gouvernements depuis 2-3 ans. Eh bien, on passe avec un débat au Parlement qui permet non seulement débat de dépenses, et c'est pour ça que moi je voulais absolument que ça soit le cas, mais aussi des recettes. Bon. Et il n'a pas eu gain de cause, mais je voudrais dire une chose, il y a eu cette lettre, mais il y en a une autre qui est passée plus inaperçue. Laquelle ? Et une lettre qu'il a écrite en novembre 2023, excusez-moi, je me remémore les moments. Avant. À Elisabeth Borne, juste avant qu'Elisabeth Borne annonce un 49.3 sur le budget de l'État. Et dans cette lettre, il dit la même chose. Il annonce même qu'il va très certainement falloir annuler 10 milliards d'euros supplémentaires par rapport au budget dont on était en train de discuter à ce moment-là, dès le mois de janvier ou février. Et il n'y a pas eu un mot d'Elisabeth Borne dans cette présentation de son budget à l'Assemblée. Donc, elle avait connaissance de cette lettre. Elle avait connaissance de cette alerte. Bien sûr. Tout comme ensuite Emmanuel Macron et Gabriel Attal, qui était le nouveau Premier ministre, avaient connaissance de ces alertes réitérées par Bruno Le Maire. Est-ce que vous considérez que le fait que ça n'ait eu aucune conséquence, qu'en effet, ça n'a été ni mentionné par les uns ni mentionné par les autres, qu'il n'y ait pas eu ce projet de loi rectificative qui aurait donc assumé en quelque sorte cette dérive. Est-ce que vous estimez, certains disent, c'est une forme de mensonge. Clairement. Ça veut dire qu'il y a un mensonge d'État. Oui, il y a une omission d'État. Donc vu la situation, c'est-à-dire empêcher finalement l'Assemblée de discuter d'une situation
concrètes, réelles, dès 2023, bien évidemment. Il y a, en partie, on peut me dire que rétrospectivement, ça veut dire que le budget qui était présenté était insincère. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais... Il le dit dans la lettre noir sur blanc, voilà ce qu'il écrit notamment. Nous pourrions être accusés d'insincérité. Bien sûr. Il l'écrit à Emmanuel Macron. Il dit, Monsieur le Président, je demande notamment une loi de finances rectificative. Sinon, on nous accusera d'insincérité. Bien sûr. Donc, du coup, je peux le faire aujourd'hui, puisqu'il il l'expliquait. Mais il faut se rappeler qu'à ce moment-là, Pierre Moscovici, pour le Haut Commissariat des Finances Publiques, n'avait pas parlé d'insincérité, parce que c'est un peu l'arme nucléaire. Si vous parlez d'insincérité, ça veut dire que constitutionnellement, il faut arrêter ce qui est en train de se passer. Mais avait dit que pour lui, c'était pas très crédible ce qu'on nous proposait. Donc, il y a eu des alertes. Enfin, faut pas faire comme si on a entendu après le gouvernement nous dire mais non, on ne pouvait pas savoir. Il y a eu des alertes en tous les sens. Le ministre de l'économie, c'est ce qu'on apprend, lui-même a alerté la première ministre, a alerté le président de la République, et rien n'a été suivi des faits. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un problème démocratique? C'est-à-dire que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, dont vous débattez tous les jours à l'Assemblée, qui a également entraîné les questions de négociation entre les différents partis au sein de l'Assemblée, la question de la censure, pas la censure, tout ce que l'on vit aujourd'hui, la question des hausses d'impôts, des baisses de dépenses, tout cela, ça découle aussi de ça. Est-ce que ça aurait été différent? Oui, ça aurait été différent si l'Assemblée avait pu en débattre, mais si l'Assemblée aussi avait pu le voter, parce que je vous rappelle que c'était 2 années où il y a eu le 49.3 et l'Assemblée ne pouvait même plus voter le budget. Donc on a des gouvernements qui ont imposé des politiques minoritaires et on s'aperçoit en plus, en mentant, c'est quand même extrêmement grave. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a un peu les mêmes problèmes sur ce qui est en train de se passer, qui va être le sujet suivant de notre... 2 points ensuite, justement, encore sur cette lettre. L'une sur la question démocratique. On est effectivement juste avant une échéance électorale, juste avant les européennes, et semble-t-il, ce que laisse entendre Bruno Le Maire, c'est que c'est pour ça que la sincérité n'a pas été au rendez-vous, parce que Emmanuel Macron, peut-être même Gabriel Attal, craignait, dit-il, que les élections soient mauvaises pour eux, et donc il valait mieux ne pas le dire aux Français. Mais vous pouvez dire Emmanuel Macron, parce que ce qu'a montré aussi cette commission d'enquête, c'est qu'en dernière instance, il y a eu des réunions à l'Élysée. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé à auditionner M. Colère. D'accord. Qui finalement Monsieur Colère, qui était donc le secrétaire général de l'Élysée. Voilà, qui a décidé de ne pas venir, et je constate malheureusement que... Sans conséquence ? Sans conséquence, alors que théoriquement, je vous rappelle que c'est puni par le code pénal de ne pas venir devant une commission d'enquête. Il n'est pas venu, soi-disant, parce que comme il est secrétaire général de l'Élysée, la protection qu'a le président de la République vis-à-vis de l'Assemblée le concerne. Moi, je suis absolument en désaccord avec ça, mais du coup, on n'a pas pu l'auditionner sur ces fameuses réunions. Qui a décidé? Qui a pris la décision? Et pourquoi, justement, de ne pas faire un projet de loi de fin de gestion, rectificatif, pardon, projet de loi de fin de gestion, ça va être dans quelques jours. Je trouve que ça aurait été intéressant pour les Français de savoir jusqu'où vont les responsabilités. À mon avis, elles vont au niveau d'Emmanuel Macron. Et la prise de décision, autre question aussi, les 20 milliards. Dans ses explications, Bruno Le Maire, il y a une chose sur laquelle il n'est pas capable d'apporter une explication. Ce sont les 20 milliards de recettes espérées qui ne sont jamais arrivées. Il dit, je ne sais toujours pas aujourd'hui ce que c'est devenu. Alors là, c'est le défaut de Bruno Le Maire, je dirais, avec qui j'ai des dialogues assez intéressants, mais on partage pas du tout la même analyse politique. Ça a été l'objectif de la commission d'enquête. Alors dans la commission d'enquête, certains ont dit c'est des problèmes techniques. Moi, j'ai toujours dit que c'était des problèmes politiques. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement foi dans leur politique de l'offre que ils ont cru que les années qui ont suivi le Covid, où vous avez eu une relance de l'activité économique, puisque l'activité économique était au fond de la piscine. En 1 an, on est revenu à la surface. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça a généré beaucoup d'impôts. Et ils se sont dit, ça génère beaucoup d'impôts, ça veut dire que notre politique de réduction des impôts fonctionne. En réalité, elle fonctionnait pas. Et quand on est revenu à une année normale, eh bien, les impôts ont baissé. Et comment on peut se tromper de 20 milliards d'euros? Mais ça fait justement 20 milliards, entre la TVA en moins, entre l'IS en moins, entre l'impôt sur le revenu en moins. Eh bien, quand vous avez une activité économique qui se réduit et que vous avez baissé les impôts, vous avez moins de recettes. C'est exactement ce qui s'est passé. Et je pense que ça sonne aussi l'échec de leur politique.